Bonjour à tous. Comme chaque année, vous le savez, on essaie de porter notre costume, mais aussi de porter le vôtre, en se mettant en situation, en ayant la sensation, la volonté de ressentir ce que vous ressentez tous les jours, c'est-à-dire d'être confronté aux problématiques d'une entreprise. Et donc on crée encore cette année une nouvelle entreprise, qui ne connaît pas la crise toujours, donc une société en fait de publication d'images en ligne, qui s'appuie sur un framework WordPress. Donc comme toute entreprise, on a des bonnes règles de sécurité, on a des équipements de sécurité, on a des architectures en place. Et on a des utilisateurs dans cette société qui aussi accèdent en fait à leurs applications de façon mobile, de façon distante. Et quand ces utilisateurs accèdent à leurs applications et aux services qu'on leur met à disposition, il se passe certaines choses. Alors qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas-là, Harry? Des problèmes de sécurité au niveau du trafic chiffré. Et dans ce cas-là, on va mettre en place des technologies de chiffrement et d'analyse de ces flux chiffrés. À vous, messieurs. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'a dit Laurent, on a créé une société, on va mettre en ligne un certain nombre d'applications qui vont nous permettre justement de développer notre activité, de faire venir les clients et donc de faire rentrer de l'argent. Mais cet accès en fait, qu'on va mettre en ligne, ces applications vont aussi être utilisées par nos collaborateurs pour accéder à des ressources en ligne. Et du coup, il va falloir en fait s'attacher à sécuriser l'ensemble de ce trafic. Le trafic entrant, puisque c'est par là en fait que nos utilisateurs arrivent et nos clients arrivent et que potentiellement derrière ces infrastructures applicatives il y a des données sensibles, donc il va falloir les protéger. Mais aussi quand nos utilisateurs et nos collaborateurs vont accéder à des ressources sur Internet, il va aussi falloir s'assurer en fait qu'il n'y ait pas de malware et de charges offensives en fait qui reviennent dans le système d'information. Alors tout d'abord, une petite démonstration pour illustrer la problématique, c'est Harry qui va vous montrer la problématique d'analyser justement du flux chiffré contre l'analyse qui est relativement simple d'un flux en clair. Très bien. Donc pour commencer cette démonstration, je vais émuler un utilisateur qui se trouve tout simplement sur le réseau interne de l'entreprise et qui va se connecter à son compte Gmail sur Internet, tout simplement pour visualiser ses emails personnels. Entre cet utilisateur et l'Internet se trouve une plateforme BigIP qui redirige tout le trafic vers une zone d'inspection dans lequel, ici pour la démo, on va retrouver une plateforme FireEye et qui va avoir donc comme mission d'inspecter tout le trafic et de vérifier qu'aucune infection ne passe sur le réseau, je dirais, interne de l'entreprise à travers les connexions sur Internet. Ici, pour la démonstration, on n'a mis qu'une seule plateforme FireEye, mais dans la réalité des cas d'utilisation, on va évidemment load balancer plusieurs plateformes. Donc l'idée ici, c'est donc je vais me mettre à la place de ce fameux utilisateur qui se connecte sur son compte Gmail. Il a reçu un email. Cet email est bien entendu un email malveillant puisqu'il contient deux images qui sont en réalité deux liens. Un lien en HTTP vers un fichier malveillant de type ransomware et un deuxième lien, mais cette fois-ci en HTTPS, vers un deuxième fichier malveillant, ici un malware de type Citadel. Donc, si l'utilisateur clique sur le lien HTTP, il va être redirigé vers le serveur malveillant et s'il tente de télécharger le malware, on voit ici une page d'erreur qui s'affiche, qui est en fait une page qui est générée automatiquement et affichée par la plateforme FireEye. En réalité, ici, la plateforme d'inspection a détecté que l'utilisateur essaie de se connecter en HTTP vers un serveur, vers un URL connu pour distribuer des fichiers malveillants, et a donc mis en œuvre son mécanisme de protection, à savoir ici, afficher une page donc, de blocage. On peut d'ailleurs aller sur l'interface graphique de management du FireEye, au niveau effectivement du panel d'alerte. Ici, si je zoome un petit peu pour que vous ayez un peu plus de visibilité, on voit effectivement ici, là, à 9h40, 46 secondes, qu'une tentative d'infection a été détectée et donc a été bloquée à partir effectivement de la REST IP de l'utilisateur. Et si je souhaite avoir effectivement plus de détails, je peux cliquer ici et avoir vraiment un détail extrêmement poussé de la dite tentative d'infection. Maintenant, si je retourne sur mon Gmail, donc ici,
et que cette fois-ci, l'utilisateur, au lieu de cliquer sur le lien HTTP, clique sur le lien HTTPS, et bien ici, aucune protection ne peut avoir lieu puisque le flux est chiffré. À ce moment, le flux est chiffré, la plateforme FireEye n'a pas la visibilité des données contenues dans le flux chiffré. Par conséquent, la plateforme d'inspection ne peut pas faire son travail d'inspection et doit obligatoirement laisser passer le flux qui est en fait ici un fichier malveillant. Donc l'utilisateur va le télécharger, va se faire infecter. De la même façon, s'il clique sur le lien ici, il peut aussi télécharger le fichier sans avoir été bloqué ou détecté. Ce qui pose effectivement un gros problème de sécurité au niveau de l'entreprise. Donc effectivement, on voit à travers cette démonstration en fait la difficulté et comment dire, d'analyser un malware contenu dans un flux chiffré. Et donc on se rend bien compte qu'il va falloir mettre en place d'autres mécanismes complémentaires à l'analyse à proprement parler du malware pour assurer justement cette partie déchiffrement. Alors pourquoi c'est si important? C'est qu'en fait aujourd'hui on observe que l'utilisation du SSL à travers un acronyme que vous retrouvez dans la presse et chez différents constructeurs ou éditeurs ou différentes études, une grosse tendance vers le SSL Everywhere, c'est-à-dire la généralisation en fait du trafic chiffré par rapport au trafic en clair. Aujourd'hui on a un gros tiers du trafic internet qui circule à travers des flux chiffrés. D'ici 2 ans on estime qu'il y a plus de la moitié du trafic circulera à travers des flux chiffrés et donc on va assister en fait à une explosion de la quantité de trafic chiffré et notamment avec l'apparition de l'Internet des objets qui véhicule des données sensibles, des données personnelles qui se multiplient et donc on va avoir à faire face à une volumétrie de plus en plus croissante de trafic chiffré, notamment avec HTTP 2.0 dont on parlera un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, en quoi ça consiste concrètement à sécuriser le trafic SSL? La stratégie d'F5 par rapport à ça, c'est en fait de concentrer tous les flux SSL sur un point de contrôle unique, un point de renforcement unique, un point d'analyse unique, pour ensuite justement pouvoir manipuler ce trafic chiffré, le déchiffrer, l'envoyer vers des outils tierces et assurer 3 grandes fonctionnalités. Un qui sont bien sûr la protection des données, qui est le besoin premier et pourquoi on chiffre les données, c'est pour en assurer la confidentialité et donc protéger ce qui circule à l'intérieur, mais tout en gardant aussi de la visibilité et du contrôle sur ce trafic chiffré. Alors pour de l'analyse de malware, mais aussi pour d'autres besoins qu'on va détailler un petit peu plus loin. Et puis le dernier intérêt en fait à centraliser la gestion de ce trafic SSL, c'est de concentrer sur un seul et même point la gestion d'un élément critique d'une infrastructure de chiffrement que sont les clés privées. Et donc on verra aussi les solutions qu'F5 offre par rapport à ça pour garantir la non-compromission des clés, puisqu'une fois que la clé privée est compromise, en fait l'ensemble du système s'écroule. Donc concrètement, sur la protection des données, il y a 2 choses quand on bascule dans une infrastructure tout SSL ou SSL Everywhere. D'abord, la problématique, c'est qu'il va falloir faire évoluer les applications vers ce mode de communication chiffrée. Alors aujourd'hui, les nouvelles applications qui sont publiées ou développées intègrent de base ces modules de chiffrement, mais les applications un petit peu anciennes qui existent déjà n'ont pas forcément été pensées pour supporter le SSL, n'ont pas forcément les ressources suffisantes pour pouvoir le traiter, et donc on peut avoir à faire face à des saturations de ressources. Et puis, le chiffrement, ça évolue, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, des nouvelles suites de chiffrement, des nouveaux algorithmes, comme l'elliptic curve par exemple, et donc s'il faut faire évoluer l'ensemble des applications pour suivre ces nouveaux algorithmes, ça va être compliqué, comme vous l'avez montré Pierre tout à l'heure, plus de la moitié des clients ont plus de 200 applications, donc passer sur les 200 applications pour les mettre à jour, pour les patcher, pour les faire évoluer, ça peut devenir compliqué. L'intérêt de concentrer l'ensemble des flux sur une seule et même plateforme, c'est que c'est uniquement cette plateforme qui va évoluer et qui va permettre en fait de garantir un niveau de chiffrement sur la partie publique de la communication qui soit robuste et qui soit facilement évolutif. Autre problématique aussi concernant les ressources, c'est que les suites de chiffrement, elles évoluent, la force de chiffrement évolue et donc la taille des clés évolue aussi. Alors même si l'elliptic curve apporte certaines solutions, on a de plus en plus, maintenant la norme vous le savez, c'est les clés de 2048 bits, bientôt 4096 et donc ça consomme de plus en plus de ressources. Et F5 avec la capacité d'embarquer des accélérateurs en fait va permettre justement d'assurer et de délivrer suffisamment de puissance pour encaisser cette charge de trafic sécurisé. L'autre besoin qu'on a démontré et que Harry va démontrer d'ailleurs par la suite, c'est la capacité à justement déchiffrer le trafic et ensuite à l'orienter et l'envoyer vers des outils qui vont apporter de la valeur ajoutée. Alors soit en termes de sécurité comme un IPS, un IDS, un Next-Gen Firewall, une analyse anti-malware, mais aussi ne serait-ce que pour avoir de la visibilité. C'est-à-dire que on a notre nouvelle application qu'on met en ligne, on va la mettre au format mobile, puisque on a de plus en plus de clients qui utilisent les terminaux mobiles pour accéder à Internet et donc accéder à notre application.
il va bien falloir savoir ce qu'en font ces clients de cette application, quels sont les types de navigateurs qui se présentent, quels sont les types de terminaux qui se présentent. Et donc il va être intéressant en fait de pouvoir centraliser la collecte des données applicatives pour l'envoyer derrière vers des outils, des SIEM, des analyseurs de logs, des analyseurs de performance, des outils de statistiques. Et bien sûr, une fois que cette action soit d'inspection, soit de collecte d'informations sera réalisée, on pourra récupérer le trafic et le rechiffrer si nécessaire, notamment dans le cas des flux, comme l'a démontré Harry, dans le cas des flux sortants, puisqu'il faut quand même qu'au final, le flux sur Internet sorte de manière chiffrée. Et puis concernant la gestion des clés, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le point central du système. De base, dans tous les équipements F5 que vous possédez, F5 propose une solution logicielle de chiffrement en fait, des clés privées. Donc vous n'avez jamais aujourd'hui vos clés privées en clair stockées sur le boîtier. Aujourd'hui, ça ne suffit pas forcément, il y a de nouveaux besoins qui apparaissent, et notamment avec l'apparition des outils de type HSM. Donc F5 aujourd'hui est capable de vous proposer ces outils donc, de Hardware Security Modules qui sont des coffres-forts pour sécuriser et stocker les clés de manière sécurisée. Donc de proposer ces modules soit embarqués sur certaines de nos appliances, soit de s'appuyer sur des outils tiers qui vendent des HSM, et notamment aujourd'hui avec la présence de Gemalto, je vous invite à aller discuter de ces solutions avec eux, où on va en fait pouvoir s'appuyer sur ces coffres-forts pour assurer justement la partie chiffrement et déchiffrement des clés, du trafic, tout en gardant un bon niveau de sécurité sur les clés. Et puis dernier point aussi, là encore avec la prolifération des applications, il peut devenir compliqué en fait de renouveler les clés et les certificats, puisque vous savez que ça a une durée de vie, qu'il faut les renouveler à intervalles réguliers, que ça fait partie de la stratégie de sécurité d'avoir une infrastructure et un SSL à jour, au même titre que les algorithmes. Et donc F5 va vous permettre en fait d'avoir à la fois une visibilité sur un point central sur les dates d'expiration des certificats, mais aussi vous fournir des outils pour renouveler en masse les certificats, et notamment à travers l'API qui va vous permettre en fait, de renouveler, avec des opérations relativement simples et surtout industrialisées, renouveler ces fameux certificats. Donc globalement, ce que propose F5, c'est de vous offrir en fait une plateforme qui va vous donner la capacité à la fois d'accueillir les flux chiffrés qui viennent de l'extérieur, qui rentrent dans votre système d'information, de pouvoir les déchiffrer pour les envoyer ensuite vers les applications, de pouvoir soulager les applications en allégeant les ressources consommées, mais aussi vous permettre en fait d'inspecter les flux qui sortent de votre système d'information, qui vont se connecter à l'extérieur, et donc s'appuyer sur des partenaires qui vont permettre de vérifier que le flux qui revient ne comporte pas de malware et ne met pas votre système d'information à risque. Et ça, le gros intérêt, vous savez qu'on insiste beaucoup quand on vient vous voir en rendez-vous sur la consolidation des fonctionnalités, et bien ça, vous pouvez le proposer en fait et l'obtenir sur une seule et même plateforme, et pas besoin d'aller mettre des accélérateurs SSL à droite à gauche et de faire des architectures réseau compliquées. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail de l'architecture et notamment l'infrastructure de démonstration qu'a utilisé Harry tout à l'heure, donc effectivement, on va en fait créer une bulle sécurisée en fait dans laquelle le trafic va circuler en clair entre l'équipement F5 et ici l'équipement FireEye. On va profiter des fonctionnalités natives de l'équipement F5 qui, n'oublions pas, fait du load balancing et de la haute disponibilité. Donc ça vaut aussi pour les outils d'inspection quand il va falloir accueillir de plus en plus de trafic ou proposer de la haute disponibilité sur ces outils d'inspection. Et bien on va pouvoir justement s'appuyer sur les capacités de F5 à réaliser ces opérations qui sont là encore natives. Et puis des fonctionnalités additionnelles, notamment qui arrivent à vous présenter sur la capacité justement à réaliser du chiffrement, mais on ne peut pas aujourd'hui en France réaliser du déchiffrement et de l'inspection de trafic sans certaines contraintes légales ou en tout cas sans en informer les utilisateurs. L'équipement F5 va aussi vous permettre de justement mettre en place et d'assurer la conformité à ces bonnes pratiques de sécurité. Et du coup, arrive à compléter la démonstration avec l'analyse des flux chiffrés. Tout à fait, merci Nicolas. Donc pour continuer la démonstration, cette fois-ci, je vais me mettre dans la peau d'un deuxième utilisateur qui se trouve aussi sur le réseau interne de l'entreprise, exactement comme le précédent, sauf que cette fois-ci, les flux chiffrés en SSL émis par cet utilisateur seront déchiffrés préalablement par la plateforme BigIP avant d'envoyer donc des flux, cette fois-ci en clair, dans la plateforme d'inspection, pour pouvoir faire ce travail d'inspection aussi sur les flux SSL. Donc je reprends mon email sur Gmail avec mes deux liens, donc HTTP et HTTPS. Donc de la même façon que précédemment, si l'utilisateur clique sur le lien en HTTP, il va n'y avoir aucune différence avec l'utilisateur précédent, puisque ici, j'étais déjà tout à l'heure en HTTP, donc je continue bien sûr à avoir mon blocage s'il y a une tentative d'accès sur le fichier frauduleux. Par contre, si j'essaie maintenant d'accéder en HTTPS vers le fichier frauduleux,
Et ben, cette fois-ci, j'ai bien un blocage qui s'effectue par la plateforme FireEye, la plateforme d'inspection, puisque le BIP a pris le soin de déchiffrer le flux à la volée avant d'envoyer le trafic vers la plateforme d'inspection. Donc du coup, le FireEye peut avoir la visibilité sur le trafic et faire son travail de sécurisation du trafic. Donc de la même façon que tout à l'heure, si je repars effectivement dans mon interface graphique d'alerting au niveau de la console d'administration du FireEye, que je rafraîchis un petit peu mes alertes, voilà, je vois qu'à 9h52, donc un petit zoom, 9h52, là, effectivement, il y a eu encore une tentative d'infection qui vient cette fois-ci de ma machine en SSL et qui a bien été détectée par la plateforme FireEye. Maintenant, ce qu'il faut savoir, si je reviens en arrière, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas d'utilisation, l'entreprise va devoir mettre en œuvre des exceptions. C'est-à-dire que pour certains sites web, certaines catégories de sites web, l'entreprise va ne pas vouloir déchiffrer les flux SSL. Pour des problématiques, comme l'a évoqué Nicolas, de législation ou tout simplement de confidentialité des données des utilisateurs. Donc typiquement, l'exemple de base, c'est les sites financiers ou les sites bancaires pour lesquels l'entreprise ne va pas vouloir déchiffrer le flux SSL pour des raisons tout simplement de confidentialité des données au niveau bancaire. Donc dans le BIG-IP, en fait, au niveau de l'interface graphique, vous avez la possibilité d'utiliser une base de données de catégorisation des URL. Donc vous avez ici toutes les catégories que vous pouvez connaître. Donc ça va du site de type adulte, site de jeux en ligne, etc. Et vous avez par exemple ici la catégorie finance et banque. Donc nous, ce qu'on a fait pour la démo, c'est qu'on a spécifié dans la configuration que pour les sites web de type bancaire, on souhaite faire une exception et on ne souhaite pas donc déchiffrer les flux SSL. Donc si je retourne sur mon utilisateur ici, et qui va, par exemple, se connecter sur Google. Donc la première chose que je souhaite vous montrer, c'est le certificat utilisé ici, par le site Google. En réalité, si on regarde dans le détail, le certificat utilisé voilà, est un certificat qui n'est pas en fait le certificat réel de Google. C'est un certificat qui a été créé à la volée par le BIG-IP et qui a été signé par une autorité de certification interne à la PKI de l'entreprise et qui est évidemment trusté par les utilisateurs de l'entreprise, les utilisateurs internes. Ce qui va permettre au BIG-IP de faire son travail de déchiffrement des flux avant d'envoyer le trafic à la plateforme d'inspection, puis de rechiffrement des flux en sortie à destination du service demandé par l'utilisateur. D'accord ? Donc ici, on voit effectivement, peut-être un petit zoom, plus, non. OK, que l'autorité de certification, en fait, c'est compagnie.com, c'est quelque chose qui a été créé par l'entreprise. Maintenant, si l'utilisateur essaye de se connecter, par exemple, sur un site bancaire, par exemple Bank of America, bien sûr en HTTPS, cette fois-ci, l'exception va être prise en compte, puisque le site est classifié comme site bancaire. Et bien sûr, si je vais regarder le certificat utilisé par Bank America, cette fois-ci, c'est bien le certificat émis par Symantec, l'autorité de certification qui a donc certifié et signé le certificat de Bank of America. Donc là, on voit bien que ce n'est plus le BIG-IP qui affiche un certificat, le BIG-IP ne déchiffre plus le flux à voler, puisqu'on a émis une exception à ce niveau-là. J'en profite d'ailleurs pour finir cette démonstration. On peut aussi éventuellement en profiter dans le BIG-IP pour utiliser la base de catégorisation des URL pour mettre aussi en œuvre des politiques d'accès à Internet en autorisant ou interdisant certains types de sites, tout simplement, comme vous pouvez le faire dans d'autres outils sur l'infrastructure. Donc, ceci conclut la démo sur la partie SSL. Et oui. Nous allons enchaîner sur la partie HTTP2. Nicolas, merci Harry pour la démonstration. Nicolas, on a quand même des utilisateurs qui nous remontent des lenteurs sur le chargement de notre application, sur les images qu'on leur met à disposition. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cela ?
Alors il va y avoir un certain nombre de techniques d'optimisation en fait, du trafic qu'on va pouvoir mettre en place, et une aujourd'hui qui va se généraliser au-delà des techniques classiques de mise en cache et de compression, d'optimisation TCP des flux, c'est tout simplement en fait, l'évolution du protocole qui permet le transport de ces objets, et donc le protocole HTTP qui est passé dans sa version finale 2.0 au printemps dernier et qui en fait, amène un certain nombre d'outils et de technologies pour justement accélérer les temps d'accès aux applications. Alors quelle était la problématique et pourquoi en fait on a réfléchi à faire évoluer ce protocole? D'abord le premier constat c'est que de plus en plus en fait, d'utilisateurs quand ils accèdent à Internet n'utilisent plus un PC ou une station fixe ou portable mais un terminal mobile. Et aujourd'hui on a en fait plus du tiers du trafic Internet global qui est réalisé à partir de terminaux mobiles. L'autre problématique paradoxalement, en parallèle, c'est que ce contenu il est de plus en plus riche. La taille moyenne d'une page augmente, le nombre d'objets dans la page augmente, la taille moyenne des objets augmente, vous allez tous regarder, comme moi, du son, de la vidéo sur Internet. Et donc ça, c'est des contenus qui sont lourds à récupérer et qui sont très sensibles aux problématiques de latence et de congestion réseau. Et puis quelque chose qu'on oublie, qu'on a tendance à oublier vu la facilité d'accès, c'est que un terminal mobile, ça se connecte à travers une infrastructure de type radio, au moins pour le début de la communication, et que les infrastructures radio sont très sensibles et apportent énormément de latence. Et aujourd'hui, en fait, les temps de chargement et la problématique du temps de chargement, c'est plus le débit, puisqu'aujourd'hui on a des technologies qui nous permettent d'atteindre des débits très importants, mais c'est la latence en fait sur la liaison. Alors pourquoi aujourd'hui la latence est problématique avec les versions actuelles d'HTTP? Donc la version la plus déployée aujourd'hui c'est HTTP 1.1, c'est que tout simplement quand un terminal se connecte et vient récupérer un objet, il monte une connexion réseau, il demande cet objet et le serveur lui répond. Le problème c'est que cette connexion elle est inutilisée le temps que l'objet revienne. Et donc quand vous demandez un fichier un petit peu volumineux, le temps qu'il arrive en fait, jusqu'à vous, ce fichier, cette connexion ne peut pas être réutilisée et donc le navigateur attend d'avoir des ressources à nouveau disponibles pour pouvoir faire des nouvelles demandes d'objets. Donc il y avait une première contre-mesure à cette problématique qui consistait en fait à ouvrir des connexions en parallèle. Le problème c'est que l'établissement d'une session TCP, et si en plus c'est du flux chiffré, il y a un établissement de session SSL par-dessus, c'est beaucoup d'allers-retours et donc à chaque fois en fait la latence impacte le temps de réponse. Donc est arrivé parallèlement, pour solutionner ces problèmes, HTTP2 qui a vraiment été pensé principalement pour les terminaux mobiles, même si son usage va se généraliser à l'ensemble des navigateurs. La première, c'est du vrai multiplexage de requêtes. Je vais vous expliquer très rapidement en quoi ça consiste. La capacité aussi à compresser l'ensemble des flux. Aujourd'hui, il faut savoir que les requêtes ne sont jamais compressées, c'est seulement les réponses qui sont compressées. Donc quand vous envoyez des données vers le serveur, ce flux n'est pas compressé et donc représente un certain volume. Et puis surtout, pour venir illustrer ce que je disais tout à l'heure sur la progression du trafic chiffré, c'est qu'HTTP2, en théorie, peut fonctionner en clair. En réalité, toutes les implémentations qui existent aujourd'hui utilisent un mode chiffré par défaut. Donc le chiffrement, en fait, devient la norme par rapport à l'HTTP classique qui était on fait d'abord du clair et éventuellement on chiffre quand les données sont sensibles. Et non seulement le chiffrement est quasiment obligatoire, mais en plus les techniques de chiffrement utilisées et demandées par la norme sont des techniques de chiffrement fortes, avec des algorithmes de chiffrement forts. Donc, quelle est la problématique justement sur le multiplexage? Aujourd'hui, quand vous ouvrez une connexion HTTP, vous faites une demande, vous demandez un objet, une image de chat, c'est à la mode, vous recevez cet objet et vous attendez que l'objet soit arrivé pour demander la suite. En HTTP2, la philosophie est complètement différente. D'abord, vous allez pouvoir faire plusieurs demandes en même temps et donc laisser la capacité au serveur à vous répondre en fait dans l'ordre qu'il le souhaite. Vous allez pouvoir prioriser les flux, c'est-à-dire demander un objet en priorité par rapport à l'autre. Par exemple, les images de style, on sait que tous ceux d'entre vous qui publient des applications ou des sites web à forte audience, vous savez tous que l'objectif premier de l'utilisateur, c'est d'avoir l'impression que ça va vite et donc il peut commencer à lire le contenu. Donc on va commencer par exemple à demander le texte pour que l'utilisateur commence à lire et puis derrière on demandera les images et le contenu un petit peu plus riche. Donc c'est ce type d'optimisation en fait que va apporter HTTP2 et qui va permettre en fait d'avoir côté utilisateur un meilleur rendu, une impression de vitesse, même s'il y a quand même une vraie réalité technique derrière sur l'affichage des pages. La problématique d'HTTP2, c'est comme le SSL, ça a à peu près le même impact, c'est-à-dire qu'il faut que l'infrastructure le supporte. Donc aujourd'hui, la plupart des serveurs web implémentent petit à petit cette norme HTTP2.
Il faut savoir que un des serveurs les web les plus répandus ne le supporte pas encore, ça arrive, mais aujourd'hui il n'est pas possible de le supporter sur ce type de serveur. Donc les produits arrivent, sont presque disponibles, ce qui va être compliqué c'est de les implémenter. Donc il va falloir en fait mettre à jour l'ensemble des serveurs web de l'infrastructure. Je vous laisse imaginer sur 200 applications ce que ça représente. Il va falloir aussi, vu les changements profonds de la partie HTTP, créer des nouveaux outils pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Je rappelle que l'ensemble des flux est compressé, donc ça va poser un certain nombre de problèmes pour de l'analyse et du reporting sur ce protocole HTTP2. Donc ce que propose F5 en fait et ce qui va faire l'objet de la démonstration d'Harry pour finir, ce que propose F5 en fait c'est de se positionner là aussi dans la même logique que l'accélération SSL, se positionner devant votre infrastructure applicative existante, ne rien remplacer sur les serveurs, ne pas les faire évoluer ou en tout cas pas les faire évoluer tout de suite et vous laisser le temps de qualifier et d'appliquer les mises à jour nécessaires, tout en fournissant en fait côté client ce protocole HTTP2 et donc continuer à améliorer les temps de réponse. Donc en discuter en HTTP2 avec toutes les problématiques de chiffrement et de support du protocole côté client et ensuite côté serveur continuer à utiliser ce que connaît le serveur, donc éventuellement pas de chiffrement, éventuellement des versions d'HTTP un petit peu plus anciennes pour que justement cette application soit vite publiée en ligne et donc résoudre le problème de Laurent sur nos utilisateurs qui se plaignent des temps d'accès. Et pour finir, Harry va nous illustrer ça. Très bien. Donc, pour cette démonstration, je vais donc émuler un utilisateur qui va se connecter sur une application en HTTP dans un premier temps. Je vais utiliser un petit outil interne, je dirais, au navigateur qui permet en fait de valider que je n'utilise pas de cache et qui va surtout me permettre de vérifier comment sont servis les objets les uns après les autres. Donc, on va voir qu'en HTTP, effectivement, les objets sont servis l'un après l'autre, donc un objet est servi, une fois qu'il est servi, le deuxième objet est servi, etc., etc. Après, je ferai exactement le même test, mais en passant par un Big IP, sur lequel j'ai configuré un virtual server avec le mode HTTP2, et qui nous permettra aussi de visualiser comment sont donc servis les objets. On vérifiera que les objets sont servis de manière parallélisée, au lieu d'être servis, je dirais, de manière séquentielle. J'ai aussi un petit plugin dans mon navigateur ici, qui me permet de voir très rapidement graphiquement si je suis ou pas en HTTP2. Donc là, je suis connecté sur le site de Google, donc je suis déjà en HTTP2. Mais quand je vais passer en HTTP sur mon application, ce que je fais tout de suite, on va voir que le petit éclair se dégrise. Donc ici, je ne suis pas en HTTP2, je suis bien en HTTP direct. Et ici, en dessous, dans le petit outil de capture du trafic, je vois qu'effectivement, toutes mes images sont servies effectivement de manière séquentielle, l'une après l'autre. Maintenant, si je vais faire le même test, mais en HTTP2, je n'ai pas démarré mon petit outil de récupération du trafic. Voilà. Donc je recommence. Allons-y. Donc cette fois-ci, l'éclair du plugin est bien en bleu, donc je suis bien en HTTP2. Je vois qu'ici, les objets, les mêmes que tout à l'heure, sont bien servis de manière séquentielle. Donc si je regarde ici, donc ils sont bien servis de manière séquentielle contrairement à tout à l'heure. Donc l'HTTP2 a bien eu lieu. Et en termes de temps de réponse, effectivement, j'ai gagné un petit peu, puisqu'ici j'ai servi la page en à peu près 5 secondes 93, et ici en 4 secondes 13. Voilà. Donc ceci finalise effectivement la démonstration sur HTTP2. Si vous souhaitez plus de détails sur toutes les problématiques qu'on a vues pendant cette session-là, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, à aller à l'atelier thématique cet après-midi sur les sujets SSL, HTTP2. Donc ce sera Toufik, mon collègue, qui présentera ces sessions-là, aidé par une personne, donc un avant-vente de chez FireEye, pour si vous souhaitez avoir des détails sur la solution FireEye. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention, et je vous souhaite une bonne continuation.